D'abord le point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Rebonsoir Isabelle. Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Selon l'Iran, les navires irakiens peuvent librement traverser le détroit d'Ormuz. Notre pays frère n'est pas soumis aux restrictions. Elle ne s'applique qu'aux pays ennemis, a déclaré le porte-parole du commandement des forces armées iraniennes. Une déclaration reprise par la télévision d'État et alors qu'un ultimatum de 48 heures est fixé à Téhéran par Washington pour rouvrir le détroit d'Ormuz. La guerre en cours présente un risque grave pour l'Afrique. Le conflit pourrait faire exploser le coût de la vie. Le Moyen-Orient représentant 15,8% des importations du continent et près de 11% de ses exportations. L'Union africaine, la Banque africaine de développement et des institutions onusiennes s'inquiètent, le rythme de croissance de la plupart des pays africains étant plus lent qu'avant la pandémie de Covid. Veillée pascale au Saint-Sépulcre à Jérusalem, le patriarche latin l'a présidé dans l'église de la Résurrection. Quelques prêtres ont assisté à la liturgie conformément aux restrictions imposées par les autorités israéliennes en raison de la guerre. Les célébrations de Pâques mettront fin aux 40 jours du carême. Manifestation à Paris contre les pesticides portée par un collectif d'organisations. Des centaines de personnes se sont réunies lors d'une marche pour un printemps bruyant. Les pesticides tuent, des alternatives existent, pouvait-on lire sur une banderole. Les participants ont dénoncé la raréfaction des oiseaux et des insectes ainsi que les conséquences sur la santé humaine. Enfin, la mission habitée Artemis 2 progresse. Partie jeudi, les 4 astronautes sont désormais à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Il leur reste donc près de 220 000 kilomètres à parcourir avant de faire le tour de l'astre en début de semaine prochaine, d'après les données de la NASA. Merci Isabelle Piboulot pour le point sur l'information. Henri Guénaud est avec nous, Amine El Khatmi, Marc Varno et Joachim Le Floch-Iman. Bonsoir à tous les quatre. C'est un week-end pascal et on va parler un peu de culture. Parce que la gauche culturelle perd du terrain et elle ne supporte pas ça. Et on va parler du pape de cette gauche culturelle, Patrick Boucheron. Et je remercie Eugénie Bastier, la journaliste du Figaro, qui parfois a un rôle sur les réseaux sociaux de vigie. Je suis tombé sur son tweet. Extraordinaire séquence sur France Inter où Patrick Boucheron, historien spécialiste du Moyen-Âge, est invité dans l'émission La Terre au carré consacrée à l'écologie, le rapport. Elle a le mérite de se poser la question, où il parle du Puy du Fou comme antre de l'extrême droite ayant le culte du suicide français et d'une histoire qui ne glorifie pas les héros mais cultive la défaite. Les chevaliers, les vikings convertis, l'éloge du cinéma français, des poilus, des mousquetaires, tout ça serait désespérant, elle cite Monsieur Boucheron, de plus en plus grotesque. Quand j'ai lu son tweet, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une séquence qui est sortie tout droit de l'intelligence artificielle, ça n'existe pas, c'est une fake news. Et vous allez écouter cette séquence qui doit durer 45 secondes, c'était diffusé la semaine dernière, mais ça ressort aujourd'hui. Il y a toute la morgue, toute la rancœur de Patrick Boucheron qui explique qu'il est allé au Puy du Fou et regardez comment il présente le Puy du Fou. Je précise aux téléspectateurs que Monsieur Boucheron a été le penseur, l'un des penseurs de la cérémonie des JO de Paris, la cérémonie d'ouverture. Et c'est le génie de Boucheron qui a permis à des millions de personnes qui ont regardé de cette séquence dans le monde entier, certains ont été heurtés par la cérémonie. Un moment qui rassemble, vous arrivez à heurter des gens, c'est formidable. Donc Patrick Boucheron qui parle du Puy du Fou, écoutez. J'avais envie d'aller voir le Puy du Fou parce que en toute innocence et simplicité et rigueur, j'allais dire, pour essayer de comprendre ce qui marchait. Parce qu'il ne s'agit pas effectivement de ricaner ou de condamner avant d'avoir vu et compris. Et j'ai été très surpris. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, le Puy du Fou, c'est pas du tout les grosses ficelles du roman national. C'est pas du tout un récit qui glorifie les héros. C'est un récit qui pleure les martyrs. C'est totalement désespérant. Vous parliez de suicide français, c'est exactement ça. Le suicide français, il est là. Ah oui, d'accord. Oui, donc oui. Vous renvoyez la balle de là où elle venait. Suicidaire. C'est totalement suicidaire. Puisque c'est ce qu'on vous a reproché. Oui, bien sûr. Mais non, parce que justement, au fond, ce qu'on comprend quand on va au Puy du Fou, c'est que finalement, cette proposition incroyablement nostalgique d'une France qui est toujours déjà perdue, c'est le parti de la défaite. Et l'extrême droite, historiquement, c'est le parti de la défaite.
Il commence en disant c'est innocent, évidemment, la volonté d'être rigoureux, de la curiosité. Il n'y a rien de rigoureux, il n'y a rien d'innocent. C'est d'une violence inouïe. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Ma question que je me pose, c'est qu'est-ce que font les 3 millions de visiteurs l'année dernière au Puy du Fou ? Pourquoi le Puy du Fou est aujourd'hui reconnu dans le monde entier ? Qu'est-ce qui se passe dans le logiciel de l'homme de gauche, la culture de gauche, pour dire de telles sottises sur France Inter ? Qu'est-ce que c'est le Puy du Fou, si ce n'est à la rencontre entre la France de Saint-Louis, celle de l'encyclopédie, la France de Clotaire et la France de Voltaire, la France des mousquetaires, des chevaliers, des saints. On n'est pas dans le suicide français, comme le dit Monsieur Boucheron, on est dans le génie français. Maintenant, je peux vous dire une chose, Elliot, c'est que je serais étrangement surpris si Monsieur Boucheron adoubait la démarche du Puy du Fou, dans la mesure où il est exactement la négation de ce que Philippe de Villiers a voulu faire en créant ce parc. Il faut rappeler quand même qui est ce personnage, puisque vous avez parlé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais il est aussi l'auteur d'une histoire mondiale de la France, où il nous explique que le propre de la France, c'est de ne pas avoir de propre, que tout ce qu'il y a de grand dans notre histoire, ce n'est pas français, mais c'est le produit d'un métissage, d'une ouverture à l'autre, d'apport extérieur. Donc c'est exactement l'inverse de l'amour des racines, du récit national qui est né à gauche, et c'est peut-être parce que la gauche l'a oublié qu'elle a perdu les gens ordinaires. C'est les mêmes gens ordinaires qui prennent tant de plaisir à aller au Puy du Fou chaque week-end. Et c'est pour ça que quand j'entends Monsieur Boucheron, moi je le vois comme ça, et peut-être que je me trompe, mais c'est toute la rancœur d'un homme qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est ces Français qui sont attachés au roman national et qui adorent et qui adhèrent au Puy du Fou. Et donc c'est ce conflit. Je crois que Le Monde avait parlé d'ailleurs de guerre culturelle qui est en train d'être perdue par la gauche. Henri Guénaud, tout y est désespérant, tout est suicidaire. Vous avez déjà fait un tour au Puy du Fou ou pas ? Oui, ça fait longtemps. Oh le suicidaire que vous êtes. Voilà. Oh le suicidaire. Non. Deux choses. D'abord, il dit je vais voir pour essayer de comprendre pourquoi ça marche. Mais il ne répond pas à cette question. C'est-à-dire qu'il la pose, mais il n'y répond pas. Il nous explique pourquoi ça ne devrait pas marcher, au fond. Et peut-être qu'il y a une raison, même en admettant que sa lecture puisse être recevable. Dire, voilà, il y a une forme de nostalgie, de désespérance devant l'état de ce qui est devenu la France. Il faut se poser la question de savoir pourquoi cette désespérance, elle attire autant de monde. Pourquoi autant de gens se reconnaissent dans ce spectacle. Voilà, mais ça, c'est une question qu'il ne se pose pas, voilà, du tout. Après, l'historien, l'intellectuel a le droit d'avoir sa vision. Il a le droit bien sûr. Il a le droit de dire n'importe quoi, liberté d'expression. Voilà. Non, mais voilà, il a le droit d'interpréter l'histoire. Ce qui me gêne, c'est qu'il interdit aux autres d'interpréter l'histoire. Oui. Mais l'intolérance complète, je suis d'accord. Je reviens un instant sur le roman national. Alors d'abord, le roman national n'est pas le privilège, n'est pas le monopole de la gauche. Il a été pendant des années. Il est né à gauche. Il est né à gauche, effectivement, et il a été partagé. Prenons Jeanne d'Arc. Elle a été une héroïne de la gauche d'abord, puis ensuite de la gauche nationale. Ensuite, une héroïne de la droite, voire de l'extrême droite, mais elle appartient à tout le monde, en fait. Et si elle est devenue un mythe national, c'est du fait de tout le monde, pas seulement de la droite ou de l'extrême droite. Pas seulement des catholiques, il y avait pour un tas de gens qui étaient pétris de sentiments nationaux, la foi religieuse n'entrait pas dans leur admiration de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, mais là, on est au cœur d'un problème. D'abord, la nostalgie, c'est pas un défaut, c'est pas un scandale. Je pense qu'il y a une autre dimension. Je veux dire, il faut être très clair, et puis il faut appeler les choses par leur nom. Pour moi, c'est pas du tout un problème culturel ni un problème de parc d'attractions. C'est le même genre de critique que l'on entend contre Bernard Arnault. C'est-à-dire que dès que ça fonctionne et que c'est pas marqué fortement à gauche, il faut critiquer. Il critique en réalité, si ce monsieur voulait devenir spécialiste des parcs d'attractions, il a critiqué Vulcania, qui marche pas très bien, là je pourrais comprendre, mais il va critiquer quoi ? Le Puy du Fou, qui est le parc qui marche le mieux en France, qui est considéré comme l'un des 5 meilleurs en Europe. Ils viennent d'investir 30 millions d'euros encore cette année pour moderniser le parc. Ils ont des distinctions sans arrêt, et effectivement c'est basé sur un récit national. Vas-y. Mais de la même façon, si ce récit national ne lui convient pas, mais alors qu'est-ce qu'il va dire sur le parc Astérix ? Parce que là, alors attention, le parc Astérix... Ça va au-delà. Là, vous êtes sur l'aspect économique, et là, c'est bien au-delà, c'est bien plus profond. On est évidemment sur un homme qui a donné le tempo du récit
nationale, de cette gauche culturelle. C'est vraiment un ponte, Patrick Boucheron, pour le boulevard Saint-Germain, et qui ne supporte pas qu'en Vendée, il y a un petit endroit où il y a 3 millions de personnes qui viennent et qui se disent « mince, c'est merveilleux ». Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé l'émission avec Philippe Devilliers, donc il y a 3 saisons, à chaque fois qu'il m'appelait, il me disait « de toute façon, tu ne me comprendras jamais tant que tu ne viendras pas au Puy du Fou ». J'ai dit « il commence un peu à me fatiguer avec son Puy du Fou. C'est loin, je peux pas venir, je te promets, je vais venir ». Je me disais « bon, ça doit être formidable parce qu'il y a du monde qui va, mais je suis pas sûr d'avoir le temps. Je peux pas y aller la première saison, j'y vais la saison suivante. » J'ai pris un shoot de France, c'était une merveille, c'est incroyable d'aller au Puy du Fou. On en ressort, on est heureux, on est fiers d'être français, c'est évidemment un roman incroyable. Et puis c'est un univers, c'est un petit village où tout le monde se serre les coudes, il y a quelque chose aussi dans cette solidarité qui est merveilleuse. Et en sortant, je me suis dit, tu avais raison, j'aurais dû venir plus tôt, et 2, il faudrait un Puy du Fou dans chaque région de France. Ce serait formidable d'avoir ça. Et puis peut-être qu'il faut redonner aux mots leur poids. Peut-être qu'on peut considérer que le suicide français, c'est pas un spectacle avec des troubadours qui jouent avec du feu en montant sur des chevaux, mais peut-être que c'est le déclassement de la France dans tout un tas de sujets. Je pense en particulier à l'éducation. Peut-être que le suicide français, c'est l'invasion migratoire. Peut-être que le suicide français, c'est l'ensauvagement qui fait que chaque mois, l'actualité vient percuter l'opinion publique avec le prénom d'un jeune Français ou d'une jeune Française qui est assassinée dans des conditions atroces. Donc voilà, peut-être que le suicide français, si on replace les choses dans leur contexte, c'est plutôt ça qu'un spectacle. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire un Puy de Fou de gauche. Mais attendez, c'était Monsieur Ruffin, il a dit, il nous faudrait vraiment un Puy du Fou de gauche. C'est pas possible. Et la réponse de Nicolas Devilliers, qui est le président désormais du Puy du Fou, il dit, mais attendez, ni de gauche ni de droite. Évidemment, il est profondément patriote, national. C'est de mettre en avant les grandes figures qui ont marqué la France et d'accueillir un maximum de personnes. Non, mais j'y reviens, ce qui est frappant quand même pour un historien, c'est qu'il ne s'interroge pas sur la réussite, sur pourquoi ça marche, pourquoi ça a tant d'écho chez tant de gens. Voilà. Et ça, c'est une question fondamentale. Elle est fondamentale pour la droite, pour la gauche, pour tout le monde. Mais bien sûr. Pourquoi tant de gens chez tant de gens, ça réveille tant de choses. Moi, la grille de lecture, c'est que quand autour de vous, tout est en train de s'effondrer et que vous avez une société de plus en plus individualiste et que vous en avez dans un petit endroit, à un moment, une sorte de respiration où vous retrouvez une histoire, un roman national avec des figures qui ont marqué le pays, avec un environnement positif, bienveillant, solidaire, vous en ressortez apaisé, heureux, vous êtes revigoré. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça, de parler d'un spectacle et d'un désespérant et suicidaire. Mais moi, la question que j'aimerais poser à Patrick Boucheron, c'est, excusez-moi, vous y êtes allé, vous avez passé une mauvaise journée l'après-midi, tout va bien pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez prendre un petit thé? Venez, on y va ensemble. Je vous prends par la main et on y va. Ta vision du monde et de la société. Oui. C'est la même question en fait que de savoir pourquoi, le soir où Notre-Dame brûle, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient plus en Dieu, pleurent devant Notre-Dame. C'est exactement la même chose. Évidemment, c'est une question dérangeante pour tous les gens qui considèrent que tout ça n'a pas d'importance. Vous savez, il y avait une jeune syndicaliste étudiante qui avait écrit ce soir-là un texto qui disait « Arrêtez votre délire de petit blanc ». Voilà. Eh bien, il n'y a pas que des gens qui délirent, il y a des gens qui ont, malgré eux, se sont mis à pleurer devant ce spectacle. Voilà. Le rassemblement aujourd'hui, un rassemblement à Saint-Denis, à la demande et à l'appel de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, est orchestré, du moins organisé par la France Insoumise. Ça devait être un rassemblement citoyen. Force est de constater que les déclarations qu'on a pu entendre, ça avait une perspective, c'était 2027 que les prises de parole, c'était les députés de la France Insoumise pour la plupart d'entre eux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point c'était un meeting, puisque SOS Racisme, le Parti Socialiste, a été hué lorsque M. Diawara, député LFI, maire désormais, s'en est pris à cette gauche qu'il présente comme la gauche caviar, et en disant maintenant il va falloir avoir un virage radical. Mais quand depuis une semaine, vous avez sur toutes les chaînes d'information, certaines du moins, et des politiques qui expliquent qu'un maire a été comparé à un singe, qu'il est accusé de racisme, deux séquences sorties de leur contexte, forcément sur le terrain ça devient violent.
Et c'est mettre une cible sur le dos des journalistes. À tel point qu'aujourd'hui, les journalistes de Frontières ont courageusement voulu faire leur métier, c'est-à-dire poser les questions, la liberté d'expression. Je crois que ça existe jusqu'en Seine-Saint-Denis et jusqu'à Saint-Denis. Et j'espère que Baliba Gayoko va condamner ce qui s'est passé. Mais vous avez des journalistes qui ont été exfiltrés parce que mis en grande difficulté. Et heureusement qu'ils avaient un service de sécurité. Sinon, ils auraient été lynchés. C'est pas moi qui le dis, c'est Jordan Florentin qui l'a vécu. Et le membre du service de sécurité a été traité visiblement de noir de service à une manifestation antiraciste. Allez m'expliquer. Mais bien sûr, ça, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Voyez la séquence où Jordan Florentin, journaliste de Frontières, a dû être exfiltré parce que agressé, insulté. Ouais, pour ce que c'est. Pardon, s'il vous plaît, touchez pas la caméra. S'il vous plaît. Allez, pas discuter, mais tu dis pas. Non, il n'y a pas de discuter. Rassemblement. Allez, j'ai pas bien. Venez. Ne nous approchez pas. Vous faites part du rassemblement. C'est bon, en fait, c'est part du rassemblement. C'est pas grave. Pas de facho chez nous. On veut pas de frontières à Saint-Denis, là. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi le facho, là. Vous partez d'ici. Je veux dire devant la caméra, vous m'insultez. On va au tribunal quand tu veux. Vous pouvez décliner votre identité. T'as un asillon. Votre identité. Je te dis, tu me files pas, toi. Vous êtes sur l'espace public, vous venez devant la caméra. Écoute, laisse-le. Toi, tu sais quoi? On va se voir au tribunal bientôt. T'es pas au courant, hein? Mais moi, je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi. Je lui dis, t'es un petit nazillon. T'es un petit nazillon. Ouais, laisse-le. Touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel, monsieur. Non, c'est pas bon. Non. Hey, je me fais traiter de singe par ces gens. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas. Non. Ça... Et vous voyez à la fin, l'individu dit « je me fais traiter de singe par ces gens ». Donc c'est tout un climat, bien évidemment, et les deux séquences qui ont été sorties de leur contexte font qu'aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont agressés. Jordan Florentin était l'invité de Punchline, il a raconté ce qu'il avait vécu cet après-midi. On a été pris à partie, notre matériel a été touché, notre caméra a été à plusieurs fois bousculée, mon micro a été jeté à terre. Je tiens aussi à dire que des jeunes femmes de notre rédaction, des jeunes femmes ont elles-mêmes été poursuivies, insultées, traitées de fachos, de nazis, comme sans jamais avoir de justification. Et puis enfin, moi, ce qui me marque le plus, ce qui me choque le plus à chaque fois, ces manifestations qui pourtant sont dites antiracistes, c'est d'avoir, comme ça avait déjà été le cas par le passé, des insultes envers mes agents de sécurité, parce que noirs, qui se font traiter de noirs de service. Noir de service. Et vous croyez qu'il y a un média qui va essayer de tendre le micro, retrouver l'agent de sécurité, qu'il raconte ce qu'il a vécu sur le terrain, insulté de noir de service à une manifestation antiraciste? Mais on vit dans un monde particulier. Écoutez Eva Duparc, qui est donc l'autre journaliste de Frontières, qui elle aussi, donc une journaliste... le maire de Saint-Denis, M. Baliba Gayoko, a promis être un maire qui lutterait aussi contre toutes les inégalités et il se présente comme un maire féministe. En tant que maire féministe, j'imagine qu'il va apporter son soutien à Eva Duparc qui a été donc menacée, exfiltrée de cette manifestation. Écoutez son témoignage. On a eu affaire à des militants d'extrême gauche qui bombaient le torse face à nous, alors que ma cadreuse et moi, on fait 1m60 et 50 kilos tout mouillés, quoi. Donc c'est vrai que ça a été assez impressionnant. Moi, tout de suite, déjà, j'ai senti qu'il y avait un climat, comme j'ai dit, un espèce de fil de tension, un climat de violence, où on sentait qu'à tout moment, ça pouvait dégénérer. Donc tout de suite, quand j'ai vu ce qui se passait, ils se rapprochaient de nous. Et je me suis dit, il y a des risques que ça dégénère vraiment. Donc j'ai dit, on part. Heureusement que la sécurité était là et a pu nous extirper. Et vous croyez qu'on va tendre le micro à Eva ou Jordan, Amin El Khatmi? Non, parce que voilà, imaginez, encore une fois, c'est toujours la même histoire du deux poids, deux mesures. Imaginez si en marge d'un rassemblement de droite, de toutes les droites, quelles qu'elles soient, des journalistes de gauche étaient pris à partie de la même manière. Imaginez le tollé que ça susciterait, au demeurant à très juste titre, parce que quel que soit le contexte, on ne s'en prend pas à des journalistes. On aurait été le premier à le condamner. Vous auriez été les premiers à en parler, ça aurait fait la une du service public, etc. Bien sûr. Là, j'ai regardé en arrivant ici quel était le thème du débat sur France Info Télé. Le titre, c'était «
pourquoi faut-il supprimer CNews? Voilà, et donc vous aviez des gens qui papotaient autour. Si, je vous assure. Ah, j'ai pas vu. Oui, tout à l'heure. Et donc, ils débattaient sur pourquoi il fallait interdire CNews. Voilà. Donc, alors, à 20h, ils sont peu ou prou 10 fois moins de téléspectateurs entre 20h et 21h mais bon, ça fait quand même quelques milliers de personnes. Et c'était là, vraiment à l'instant? Oui. Vous me l'apprenez, je ne le savais pas. Je peux vous retrouver. J'adore cette confraternité, c'est formidable, et cette volonté de protéger la liberté d'expression. Alors, restons quand même sur ces journalistes qui ont été violentés, mis en difficulté, incapables de faire juste leur métier. Ils n'aspiraient qu'à une chose, c'est de tendre le micro et puis voir ce qui se passait du côté de Saint-Denis. Est-ce que c'était un rassemblement citoyen, apolitique, qui a aspiré à rassembler un maximum de personnes, ou si c'était un meeting politique? Quand j'entends Ali Diouara, on va le découvrir dans un instant, qui fait siffler et le PS et SOS Racisme, je crois avoir ma réponse. Joachim Le Floch-Imad, sur les violences d'abord. La révolution dévore toujours ses enfants. On en a une nouvelle illustration ce soir. Maintenant, en voyant ces images de journalistes agressés, j'ai du mal à ne pas songer au très bon film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres, que j'ai vu cette semaine, dans lequel il y a cette phrase du procureur au sujet de Jean Luchère qui dit « Les mots des salauds arment les bras des imbéciles ». Les mots auxquels je fais référence en l'espèce, ce sont les mots du leader Maximo de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui depuis des années ne cesse de mettre des cibles sur la tête des journalistes, qui en 2018 disait que la haine des médias et de ceux qui les animaient était juste et saine, et qui l'an dernier encore disait « taisez-vous », un journaliste de France 3. Donc on voit que ça fait des années en fait que LFI pave la voie pour une telle violence. Maintenant, j'en veux limite moins à la France Insoumise, dont on connaît l'ambition de brutaliser le débat public, qu'à la complaisance inouïe du système médiatique et aussi de l'extrême centre qui renvoie les uns et les autres. Oui, mais là, Jean-Luc Mélenchon a comparé les journalistes de Frontières. Oui, mais sauf que Jean-Luc Mélenchon, en toute impunité, a comparé les journalistes de Frontières à des nuisibles ces derniers jours. Oui. La répercussion, on la voit désormais sur le terrain. Si vous n'avez pas des journalistes en face de vous, mais des nuisibles, voilà la répercussion, c'est la violence en politique qui entraîne cette violence sur le terrain. C'est la question morale. Précisons quand même que le mot nuisible, c'était le terme qui était employé par la radio des Mille Collines des Hutus avant le génocide des Tutsis. C'est-à-dire que le fait de déshumaniser les gens, c'est la première étape avant de dire il faut les massacrer. Donc c'est extrêmement grave d'utiliser ce type de propos. Tout ce qui concerne toutes les insultes qui déshumanisent devraient être extrêmement sévèrement réprimées. Parce qu'en réalité, c'est une espèce de pré-guerre civile qui est en train de se jouer là. On est en train de faire passer au stade animalier ses ennemis. Donc c'est très grave. Et pour que les bras armés passent à l'acte, il faut des cautions morales. Et moi, c'est le principal reproche que je fais à LFI aujourd'hui, c'est que LFI devient une caution morale pour tous les actes odieux auxquels nous assistons, y compris d'ailleurs d'agresser des journalistes, parce que celui qui agresse le journaliste, en général, il pense qu'il fait le bien, parce qu'on lui a dit que le journaliste en face, c'est quelqu'un d'épouvantable, c'est un fasciste, c'est un extrémiste, etc., etc. Et maintenant, dans chaque manifestation de gauche, ou surtout d'extrême gauche, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour la liberté d'expression, on a à chaque fois des agressions. Pardonnez-moi, mais bon, les rats sont des nuisibles. Faute d'arguments sur le fond, le leader LFI a comparé nos journalistes à des rats à capturer. Pardonnez-moi, c'était ça très précisément. Rats à capturer. On n'est pas loin. Non, mais je reste sur les formules très factuelles. Des rats à capturer. Ah bah oui, le rat est... Quoique, je crois que c'est la journée nationale du rat. Je vous jure que c'est vrai. La journée mondiale du rat. Qu'on appelle surmulot. En France. On salue les rats parisiens. Henri Guénaud, allons d'abord sur la violence et le climat de violence, cette incapacité qu'ont eu des journalistes à aller sur le terrain pour faire leur métier. Et ensuite, après la publicité, on ira sur les questions vraiment politiques, à savoir ce rassemblement qui se voulait être un rassemblement dit antiraciste, où vous avez finalement un meeting politique de la France Insoumise qui n'a pas rassemblé tant de monde que ça. Il y a eu plusieurs milliers de personnes, mais on aurait pu imaginer que face au tollé provoqué, alimenté par tout le cercle médiatique et politique, on aurait dû avoir des centaines de milliers de personnes à Saint-Denis. C'était pas le cas, visiblement. Henri. Alors d'abord, si ça n'était que de la politique, mais c'est bien plus profond que ça. C'est-à-dire, j'ai tombé par hasard il y a quelques semaines sur l'interview de Raymond Aron, à qui on posait des questions sur la France de l'entre-deux-guerres. Il disait, à cette époque-là, en fait, il n'y avait plus de France. Il n'y avait plus que des Français qui se haïssaient les uns les autres. Voilà. Et je crois qu'on arrive petit à petit à ce moment. Alors,
pas simplement à cause de ce qui vient de se passer là. Non. Voilà. Mais il y a une détestation réciproque et une montée de la violence réciproque, voilà, qui est terrifiante. C'est réciproque. Il faut arrêter aussi de voir les choses que d'un côté. Hein. Alors, on dit les journalistes s'exfiltraient. Moi, j'ai vécu des meetings politiques dans le passé où les journalistes de gauche, ils avaient du mal à rester en sécurité. Hein. C'était pas bon. C'est toujours arrivé. Le problème, c'est que maintenant, ça atteint des degrés de violence qui sont inacceptable et surtout un engrenage de la violence. Voilà. Et cet engrenage, il est partout. La violence est réciproque. Donc, alors il y a une stratégie. Enfin, réciproque, c'est qui? Jordan Florentin, là par exemple, est-ce qu'il est violent quand il va sur le terrain? Non, mais ça c'est réciproque. C'est-à-dire, si moi je suis violent avec vous, vous devenez encore plus violent avec moi, et moi je deviens encore plus violent avec vous. La violence en soi est un phénomène réciproque. La violence collective. Pas du tout d'accord. Vous pouvez dire non, mais moi je peux pas dire non parce que dans les manifestations où se font. Mais arrêtez de ramener juste à ce point-là. Essayons de voir de quoi tous ces moments, toutes ces violences verbales et physiques sont l'expression. C'est-à-dire que très bien, là on peut discuter de ce moment, on peut dire très bien. Non, mais au-delà du moment, la violence, le climat de violence, pardonnez-moi, vous avez le même climat de violence à gauche comme à droite aujourd'hui? Ah oui. Vous allez voir sur les réseaux sociaux. Peut-être. Mais si, mais allez voir. Mais si, je vous parle pas des chez les responsables politiques. Non, mais je vous parle pas des responsables politiques, je vous parle des gens. Ah, voilà. Je vous parle. Vous avez une société violente. Pardonnez-moi, j'avais pas compris. Allez, ensuite la pub. C'est vrai d'un côté comme de l'autre. Vous dites un mot de travers, vous vous faites insulter par les gens d'extrême gauche. Vous dites un mot de travers, vous vous faites insulter par les gens, les extrémistes de droite, de la même manière aussi violente. Voilà. Bon, donc il y a une violence dans la société. Et le problème de la politique aujourd'hui, pour tout le monde, sauf que LFI le fait de façon beaucoup plus efficace que les autres, bon, c'est de dresser les gens les uns contre les autres. Écoutez les émissions, les réactions des gens, les discours des hommes politiques. On peut être violent sans avoir l'air d'être violent. La publicité, on revient dans un instant et on ira sur le terrain des déclarations qui ont pu être prononcées cet après-midi, notamment de Bali Bagayoko, mais aussi Ali Diawara qui a fait siffler le Parti socialiste et SOS Racisme. SOS Racisme et le PS qui étaient présents à la manifestation. C'est-à-dire qu'ils se font marcher dessus, mais tout en applaudissant et en étant présents. On va voir ces séquences-là. Et toute la question, c'était de savoir est-ce que c'était un rassemblement citoyen ou un meeting politique. Là, on poursuit l'heure des pros. On revient sur les déclarations lors de ce meeting politique qui se voulait être un rassemblement citoyen autour de Bali Bagayoko. Force est de constater que ça se voulait être une démonstration de force de la France insoumise. Il y avait quelques milliers de personnes, mais pas des dizaines de milliers. Force est de constater que Jean-Luc Mélenchon a bien du mal à rassembler un maximum de personnes, mais on reste encore très loin. C'est pas son but. C'est pas son but. Son but, c'est qu'on parle de lui. Son but, c'est de consolider son noyau dur, de le durcir, parce qu'en le durcissant, il est sûr de durcir les gens d'en face. Et voilà, et c'est pour ça que c'est. En tous les cas, je peux vous dire que là, on était sur la réciprocité de la violence, et il en joue. Joue froidement. On a bien vu que son socle pouvait être radical, puisque vous avez des individus qui sont permis d'aller agresser verbalement, intimider des journalistes qui voulaient faire leur métier cet après-midi. Je voudrais qu'on écoute d'abord Bali Bagayoko, parce que pourquoi je vous parle de meeting politique? Puisque M. Bali Bagayoko va aller sur le terrain de 2027. C'est très intéressant. On est sur un meeting pour lutter contre le racisme. Et vous me parlez de 2027, l'objectif, comment unir un maximum de personnes. Écoutez M. Bagayoko. En 2027, nous devons avoir à la tête, bien sûr, de l'État, un ensemble d'acteurs qui sont capables de porter des politiques de rupture. Et je le dis, tous celles et ceux qui, à gauche, font de la gesticulation au nom de la démocratie, et à nouveau, risquent de reproduire des conséquences dramatiques. Et ensuite viendront nous expliquer que l'extrême droite est à nos portes, puisque eux-mêmes sont les béquilles. Et je le dis de manière assez claire et définitive. Cessez ce type de pratique. Unissons-nous, portons une politique de rupture, et créons les conditions pour mettre à terme, bien sûr, le racisme, et surtout mettre à terme celles et ceux qui portent cette idée, c'est-à-dire l'extrême droite. 2023, je dis un coup KO pour l'extrême droite, un coup KO, bien sûr, contre le racisme.
Alors c'est très intéressant, ils se servent de béquilles, je pense qu'ils parlent de la gauche dite républicaine, qui refuse aujourd'hui de s'associer avec la France insoumise, qui peut partager des idées, mais en revanche dans la lutte contre l'antisémitisme, ils n'ont pas envie d'être associés à Jean-Luc Mélenchon. Ali Diouara, député de la France insoumise, désormais maire de la Courneuve, si je ne m'abuse, qui va prendre la parole et qui va faire huer SOS Racisme, le Parti Socialiste, en parlant de la gauche caviar, en disant maintenant, va peut-être falloir soit venir avec nous, soit dégager. Écoutez. Du Parti Socialiste. Rappelons-nous de SOS Racisme. Oui, voilà, j'ai pas l'habitude de dire les choses que je ne pense pas. Ces partis-là ont perdu le rassemblement d'aujourd'hui. C'est leur inconséquence politique qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Au Parti Socialiste, il y a quelques mois encore, quelques semaines, vous aviez un ministre de l'Intérieur qui disait « à bas le voile ». La réalité, c'est celle-ci, ici en Seine-Saint-Denis et partout en France. La déchéance de nationalité et j'en passe, le permis de tuer en raison des revenus, c'est le Parti Socialiste. Donc à un moment donné, il va falloir, comme le disait ma collègue, se ressaisir ou dégager. En tout cas, quoi qu'il en soit, le petit rappel à cette petite gauche caviarde, je vous le dis encore une fois, ressaisissez-vous, parce que le train, on est déjà dedans, on arrive. Ressaisissez-vous, va falloir se ressaisir ou dégager. Bah, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ali Diouara, il se cache pas. Il dit ce qu'il y a de très clair, c'est à cette gauche qu'il présente comme la gauche caviar. Il cite le Parti Socialiste, il cite l'association SOS Racisme. Il dit cette gauche-là, c'est de votre faute si on en est arrivé ici. Il faut des politiques de rupture. Soit vous associez, soit vous dégagez. Ce sont des images qui extraordinaires. Ce sont des images qui devraient inciter le Parti Socialiste à s'interroger sur le syndrome de Stockholm qu'il habite et à s'interroger aussi sur la défaite morale que constitue son alliance de la honte avec la France insoumise. Maintenant, au-delà de ces considérations politiciennes de court terme, j'ai quand même envie de dire qu'on est en train de vivre la pointe avancée d'un pourrissement de long terme, d'un pourrissement qui a tout à voir avec une idéologie antiraciste qui n'a rien à faire de la lutte qui pour le coup est légitime contre le racisme, mais qui vise purement et simplement à diaboliser, à criminaliser toute critique politique, non pas des immigrés mais de l'immigration, à rendre l'assimilation impossible et à discréditer, à fracturer la France dans son ensemble. C'est l'aboutissement de ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En début de semaine, je pense que la stratégie de sortir d'un contexte ces séquences, de créer évidemment ce scandale de toutes pièces, avait porté ses fruits, mais plus les jours ont avancé, plus les Français se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer et de se jouer, et qu'il y avait une manœuvre politique à travers la séquence que nous venons de vivre, à tel point qu'aujourd'hui, à Saint-Denis, pardonnez-moi encore une fois, le théâtre antifasciste de Jospin, c'est 2 millions de personnes dans la rue. Oui. D'accord. Là, aujourd'hui, quand je dis théâtre antifasciste, c'était la formule employée par Lionel Jospin. Ce qui s'est passé cet après-midi autour de Bali Bagayoko, vous avez quelques milliers de personnes. Alors certes, c'est le noyau dur, j'ai bien compris Henri Guénaud, mais en tous les cas, vous n'aviez pas des dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies. Non, parce que et là, c'est le PS qui se fait marcher dessus, Amin El Khatmi. Voilà, tous les applaudissements et les huées. Mais ils aiment ça. Bon, je sais pas si on aime ce marchepied. Je pense à Stéphane Troussel qui était dans la foule, qui est le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis et qui se fera très probablement balayer un jour ou l'autre aux prochaines élections départementales ou aux suivantes parce que la France insoumise gagnera une majorité de cantons et lui prendra la présidence. C'est le destin du Parti socialiste qui aurait pu s'émanciper et être ce grand parti de gouvernement de gauche républicaine qu'il fut à une époque. Ils ont décidé d'être les porte-valises et les marchepieds de Mélenchon. C'est leur destin qu'ils se débrouillent avec ça. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Je veux qu'on ait quelques informations encore à traiter. Je veux juste qu'on voit la une du journal du dimanche à découvrir demain. On va la voir ensemble. C'est la grande fabrique du mensonge, propagande, anatomie d'une
manipulation politico-médiatique. Comment 2 extraits sortis de leur contexte, relayés sur les réseaux sociaux par des comptes militants, ont pu entraîner une telle campagne contre CNews. Ce matin, on avait comme invité Jean Sévilla, qui a écrit Le terrorisme intellectuel en 2000 et qui, l'année dernière, a écrit Les habits neufs du terrorisme intellectuel, 26 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est-à-dire une réédition avec de nouveaux chapitres. Et là, il m'a dit, CNews, c'est un cas symbolique. Ce qui s'est passé, c'est un cas symbolique du terrorisme intellectuel. La polémique récente, c'est un effet problématique parce qu'on prend des termes sortis de leur contexte, d'un contexte avec lequel on peut être plus ou moins d'accord. Personnellement, je ne pense pas que l'homme soit un mammifère ni un cousin du singe, mais c'est un autre débat. Voilà. Mais on prend cet élément, on prend le mot singe, on la colle à la vision, au regard, l'image du maire de Saint-Denis dont tout le monde sait qu'il n'a pas la peau blanche, et on fait un amalgame. Voilà. Donc c'est la mécanique même du terrorisme intellectuel. Donc on tord quelque chose qui a été dit à l'antenne de CNews, et donc puisqu'il s'est dit sur CNews, tout CNews est forcément complice de ces propos qui sont tenus, des propos déformés, qui sont un mensonge, et donc la mécanique s'enchaîne, et donc CNews n'est plus légitime, donc il faut interdire CNews. Marc Varno, vous dites c'est exactement ça, le terrorisme intellectuel. Oui, en réalité c'est l'inversion accusatoire. Vous savez, moi il y avait une étude qui m'avait beaucoup marqué, une étude de l'IFOP en 2024, qui montrait que 46% des sympathisants LFI avaient des préjugés antisémites très forts. Et c'est eux aujourd'hui qui accusent de racisme une chaîne de télévision. Pour ceux qui étaient sur le plateau ce jour-là, dont je faisais partie... Ah oui, c'est vrai, vous y étiez avec Dorido. Avec Jean Dorido, oui, il était à côté de moi. Et il n'a absolument pas voulu avoir un propos quelconque raciste. D'ailleurs, la théorie qu'il a développée ce soir-là, il l'avait déjà développée avant et ça n'avait pas fait de scandale. Mais je vous invite à voir le documentaire qu'on a proposé, l'enquête inédite, qui s'appelle La fabrique de l'intox, diffusé hier sur CNews, que vous pouvez retrouver en replay. Éric Tegner a tweeté « Je suis sidéré de voir que maintenant il est devenu normal que les équipes de frontières, dont des femmes, se fassent insulter, violenter, exfiltrer des meetings LFI. Zéro réaction d'hommes politiques, très peu de médias. Retenez ce tweet le jour où il y aura un drame. » Voilà. Mais ça va très loin. Ce que je voulais simplement dire, c'est que lorsqu'il y a une manifestation contre le racisme, il m'est arrivé dans ma vie à plusieurs reprises d'y aller. Vous avez SOS Racisme qui prend la parole, la LICRA qui prend la parole, etc. Donc, et ça reste totalement apolitique. Et par définition, une manifestation contre le racisme n'est pas politique. C'est l'inverse de ce qu'on a vu là. Et SOS Racisme a pris la parole. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après s'être fait huer par le public, mais je crois qu'ils ont pris la parole. Bali Bagayoko ce matin, encore une fois, il va sur un autre terrain. La fermeture de CNews, c'est l'objectif. Il était invité où pour en parler? Sur France Info, bien sûr. Sur France Info, bien sûr. J'invite une nouvelle fois Bali Bagayoko pour parler de la mobilisation aujourd'hui, des violences qui ont pu avoir à l'endroit des journalistes présents, de Saint-Denis, de son projet pour Saint-Denis. Voilà des questions qui sont importantes. C'est quand même intéressant. Bali Bagayoko, on écoute. Oui. Cet appel à la fermeture est un appel de rupture, y compris radical, qui permet à la fois de pouvoir créer un élément de discussion, y compris de pouvoir interroger ce qui se passe en fin de compte dans la ligne éditoriale de CNews. Ça changerait beaucoup, ça changerait déjà de réduire la force de la diffusion en fin de compte de la haine. Ce n'est pas rien. Ça ne fait pas disparaître la parole, y compris raciste, de fermer un média. Mais donc c'est la raison pour laquelle, si l'on doit passer par cela, nous devons le faire parce que nous avons pris beaucoup trop de retard sur la lutte antiraciste. Relancé, vous avez entendu dans la voix par Madame Camille Vigogne, qui est journaliste à l'Obs. L'Obs a un petit prisme, CNews, hein, tout petit. Je vous cite quelques-unes. Réac Info, vous le voyez à gauche. Pascal Pro, profession propagandite. Madame Camille Vigogne qui expliquait comment Vincent Bolloré pèse déjà sur la présidentielle. Les rendez-vous secrets de Bolloré, Citizens Bolloré, le livre noir de Bolloré. Bref. Voilà, la petite fixette de Madame Vigogne qui a interrogé M. Bali Bagayoko ce matin. Mieux vaut en rire, mais c'est intéressant de mettre tout en perspective. Et les Français, je pense qu'ils le décodent. D'où le fait qu'hier, c'était un rapport d'1 à 10 entre France Info et CNews au moment où on diffusait le reportage. C'est quand même intéressant, cette dérive illibérale d'une certaine gauche qui est passée du « il est interdit d'interdire » à l'obsession de la censure. Tout ça parce qu'elle a perdu la bataille des esprits, la bataille du récit. Et juste pour revenir sur le sujet précédent qui est celui de l'antiracisme,
C'est pas faute d'avoir alerté. Il y a eu un ouvrage de Paul Guenet sur le sujet, Voyage au centre du malaise français. Alain Finkielkraut a dit que l'antiracisme serait au XXIe siècle ce que le communisme a été au XXe siècle. Tous ces gens-là n'ont pas été écoutés, on en paye le prix aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire. Un dernier mot avec vous, Henri Guénaud. Un mot. Qui me gronde. Oui, parce que vous dites les Français se sont bien rendus compte que. Dites pas ça, c'est pas les Français, c'est une partie des Français. C'est vrai, vous avez raison. Et il faut toujours garder ça à l'esprit. Mais vous avez raison, vous travaillez à l'ARCOM, vous avez raison. Non, c'est pas ça, c'est que, voilà, chacun croit dans son univers que sont les Français. Non, c'est une partie des Français. Oui, mais ça change les choses, parce que si vous pensez que tous les Français ont compris, alors il n'y a pas de problème. Non, vous avez entièrement raison, cher Henri Guénaud. Il y a une ambiance pourrie dans ce pays, le malaise est extrêmement profond, et c'est avec ça qu'il nous faut regarder en face. 100 fois d'accord avec vous là-dessus, vous avez effectivement bien fait de me reprendre, et je sais que vous le faites, par intelligence, bienveillance, mais surtout par honnêteté intellectuelle, et vous avez entièrement raison de me reprendre là-dessus. Le carburant. C'est pas une critique. Mais non, mais je sais, c'était une précision qui était essentielle. Faut pas dire les Français ont compris, puisque il faut pas englober tous les Français, et on voit bien que le climat, il est pourri, comme vous avez dit, et c'est alimenté par certains, parfois, responsables politiques. Par beaucoup de gens. Et par aussi des médias. Les carburants. Les carburants, avec la hausse des prix du carburant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi la France ne peut pas faire ce que fait aujourd'hui nos voisins européens. On le voit très rapidement avec Pauline Trefzer, et puis ensuite, vous allez me dire ce que c'est ce machin qu'on a proposé. C'est quoi le pré-flash carburant? Mais non, mais c'est exceptionnel. Et le tweet de Sarah Knafo là-dessus, c'est une pépite. On n'a plus d'argent, on a des idées. Allez, on voit le sujet de Pauline Trefzer. Ici, le prix du carburant en France, au moins 2,10 € pour un litre d'essence et 2,55 € le litre de gasoil. Des prix affichés ce samedi après-midi à Clamart. Cette fois en Italie, des prix largement inférieurs. 1,91 € le SP95 et 2,06 € le litre de gasoil. Car le gouvernement de Giorgia Meloni a lui adopté un décret carburant. Concrètement, grâce à ce décret, les Italiens disposent d'une baisse générale du prix du carburant. Moins 25 centimes par litre, une mesure temporaire mais qui concerne particuliers comme professionnels. Et dans cet arrêté, il existe également une mesure anti-spéculation qui oblige les distributeurs à aligner leur prix sur le prix réel du pétrole. Et si nous partons plus à l'ouest, chez nos voisins espagnols, d'autres mesures ont également été prises. 5 milliards d'euros débloqués pour lutter contre les effets de la guerre au Moyen-Orient. Objectif, faire baisser les prix à la pompe d'environ 30 centimes par litre de carburant. Cela représenterait environ 20 € d'économie par plein pour une voiture moyenne. Des aides ont également été prises au Portugal ou en Grèce. En France, les aides pour les particuliers se font, elles, attendre. Le secteur privé a, lui, pris les devants. Total Énergie a plafonné ses prix dans ses stations. 1,99 € le litre d'essence et 2,09 € le litre de gasoil, ce qui provoque d'importantes files d'attente dans plusieurs stations de l'Hexagone. Et je vous disais, le gouvernement invente un nouveau machin, ça s'appelle le pré-flash carburant. Et Sarah Knafo, je vous disais qu'on partage ou non les idées, c'est pas le problème. C'est de savoir si les déclarations sont impactantes. Le gouvernement annonce un pré-flash carburant de 3,8% d'intérêt pour les TPE-PME. Récapitulons, l'État taxe le carburant à 56% et sa solution, c'est de proposer aux entreprises de s'endetter pour payer de ses propres taxes avec intérêt. Un prêt ne fait pas baisser le prix du carburant d'un centime. On connaît déjà le film, le PGE Covid devait faire sauver les entreprises en crise de trésorerie. Ils ont juste décalé la faillite de 2 ans. Mais c'est quoi ce machin de flash carburant encore? C'est la spécialité française, c'est-à-dire que plutôt que de faire des choses simples qui consomment 0 fonctionnaire, on réinvente un machin qui est très compliqué à mettre en œuvre, qui consomme beaucoup de fonctionnaires et qui surtout rapporte rien et qui en plus est totalement hors sujet. Le sujet dont on parle là aujourd'hui, il est très très simple. Les taxes sur les carburants, c'est 60% du prix. Plus le carburant monte, plus les taxes rapportent d'argent à l'État. On demande simplement à l'État, comme ça a été le cas en Italie ou en Espagne, de plafonner ces taxes pour que l'État ne s'enrichisse pas de plus en plus au fur et à mesure que l'essence monte. Aujourd'hui, l'État a choisi d'exonérer que quelques toutes petites parties de l'économie. Ils n'ont pas exonéré, par exemple, ils n'ont pas aidé les transporteurs routiers. Ça va créer une inflation dingue. Et derrière le carburant, on n'en parle pas, il y aura bien sûr du gaz. Il y a l'explosion du prix des matières premières, parce que la majorité des matières premières sont des dérivés pétroliers, et ça arrive dans un mois. Bon, alors d'abord, les pré-flash carburant. Là, il n'y a pas d'augmentation des recettes de l'État, sauf sur la partie TVA.
Bon. Le reste, c'est une accise, c'est-à-dire c'est une taxe forfaitaire. Donc, comme on va moins consommer, ça va probablement moins rapporter, ce qu'on appelait la TIPP avant, la TICP aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est forfaitaire. Donc, voilà, c'est la partie TVA. Maintenant, on peut tourner le problème dans tous les sens. On n'a pas le temps de faire l'expertise des différentes solutions ni de ce que font nos voisins. Mais simplement, nous ne résoudrons pas le problème qui nous est posé, c'est-à-dire le carburant, Voilà, donc, bon, ça, c'est la première des choses. Et puis, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait avec la Russie, peut-être qu'on n'en serait pas là parce qu'on pourrait toujours se fournir en gaz pas cher et en pétrole pas cher. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Si on continue à détruire des capacités de production, si on continue à entraver la circulation maritime, eh bien, de toute façon, tout ça va exploser. En un mot. En un mot, il y a quand même un tout petit sujet. C'est que dans les stations-service ont du carburant qui a été acheté sur une base de $55 le baril. Le baril explose à $100 et maintenant on nous vend dans les stations-service depuis le 28 février du carburant comme s'il avait été payé 2 fois plus cher. Ça, c'est un scandale. Il faudrait aussi en parler. Parce on en parlera la prochaine fois. Chers amis, on est très pressés. Vous savez qu'on est à la seconde.